Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie. Bonjour Valérie. Bonjour Marilyn. Bonjour les amis. Alors dans la première vidéo, on vous a parlé des traumas et du traumatisme. Et dans celle-ci, nous allons vous expliquer comment rééquilibrer la balance des sensations et des perceptions. Alors Valérie, dis-nous comment on fait. Eh bien, on travaille sa résilience. Alors tu peux nous expliquer la résilience? Alors, on avait dit définition de la résilience vite fait. Nous, on va plutôt se concentrer sur les tuteurs de résilience, ce qui la tutorise, hein, la résilience, ça porte bien son nom. L'idée, donc, résilience, c'est-à-dire reprise de la vie après un accident, un choc, un trauma. Hein, c'est ça la résilience. Donc, on avait dit soit elle est absolue, soit elle est dans certains domaines. Souvent, elle est sur. L'absolu est rare finalement. Dans certains domaines, je peux être traumatisé dans un domaine, résilient dans un autre. Je peux être, par exemple, un très bon professionnel, mais avoir une vie émotionnelle chaotique. À l'inverse, avoir une vie émotionnelle merveilleuse et une vie professionnelle chaotique. On fait de OK, son mieux, quoi. on fait de son mieux. Voilà. L'idée, c'est de travailler, comme on l'a dit sur la première vidéo, de travailler sur le trauma et non pas sur essayer de ne pas entendre la sonnette, l'alarme dont on parlait dans la première vidéo. Et ce que je voudrais dire aussi en préambule, c'est que les tuteurs de résilience qui ont eu un franc succès lorsqu'on était enfant, dans le type 2, 3, hein, peuvent être erronés dans l'adulte. Par exemple, si dans l'enfance, euh, j'ai trouvé valeureux de sauver ma mère ou de l'aider, je peux, dans l'adulte, penser et considérer que euh, ce qui m'a rendu valeureux, c'est-à-dire sauver, euh, m'a tutoré, mais que dans l'adulte, maintenant, je passe ma vie à sauver les autres et je m'oublie moi. Si tu veux, c'est une espèce de tuteur de résilience qui est erroné, quoi. Est-ce que j'explique correctement ce que je veux te dire? Oui, oui, j'ai compris. Mais ça voudrait dire un peu qu'il faudrait comme une mise à jour, en fait, des tuteurs. Oui, si tu veux, c'est important parce que sinon on reste un peu bloqué dans ce truc qui a fonctionné, voire on s'y trouve dans une zone confortable puisque c'est de l'estime de soi. Donc nos tuteurs de résilience doivent être revisités. Le trauma doit être revisité à l'adulte, comme on dit, et à la fois les tuteurs de résilience, ils ont fonctionné, merci beaucoup. Et maintenant, est-ce qu'ils sont toujours opportuns? Donc, ils sont évolutifs. C'est ça. En tout cas, Et c'est un adaptés peu, à l'âge adulte, à la nouvelle situation. Il faut qu'on un peu sans cesse qu'on corrige ça. c'est ça. C'est pour ça que ça mérite toute notre attention, les tuteurs de résilience. Alors, du coup, on sait qu'il y a des facteurs de vulnérabilité et de protection. Alors, on va partir sur les facteurs de vulnérabilité, pardon. Donc, le premier, c'est la solitude. Explique-nous pourquoi ça nous rend vulnérables. Alors, la solitude, ça nous rend vulnérables parce que ça nous fait taire le trauma. C'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un qui a eu un impact, c'est de le taire. Ça fabrique ce qu'on appelle un escarre psychique. Donc, tous ceux qui savent ce que c'est qu'un escarre physique peuvent imaginer ce que ça fait dans la psyché. Donc, un escarre physique, c'est quoi? C'est une zone anatomique sur lequel il y a plus le sang qui passe, enfin, il n'y a plus la vie qui passe d'une certaine façon parce qu'on appuie et que donc on ne laisse plus le truc passer. Bah, l'escarre psychique, c'est quelque chose que l'on tait et comme l'escarre physique va macérer, rester là dans un coin. C'est ça la solitude. Dès qu'on fait taire quelqu'un qui a reçu un trauma,
qui a été impacté, on le condamne à l'escarre psychique. Donc, c'est très grave. Pourtant, c'est C'est bizarre parce que, attends, c'est bizarre parce qu'ils ont envie d'être seuls en vrai. Ils croient qu'ils ont envie d'être seuls. Et c'est pas bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, on peut être avec quelqu'un qui vient de recevoir un trauma et d'être impacté, mais pas forcément pour parler de son trauma. On peut bavarder. quand tu dis ils ont besoin, ils croient avoir besoin d'être seuls, c'est parce que être seul, ça continuer à faire du lien ou entretenir du lien, ça coûte trop en fait. Vaut mieux être seul que d'essayer de faire du lien. On n'a plus envie en fait, c'est ça l'idée? Non, c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est parce que celui qui a été impacté, il a honte de l'avoir été. D'accord. Alors après, il y a le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, c'est un facteur de vulnérabilité parce que ce sont des personnes qui sont hyper exigeantes, qui, euh, qui veulent revenir à l'avant-trauma presque. Sauf que c'est pas possible, on l'a dit, c'est non modifiable. C'est comme ça. C'est-à-dire que la blessure sera une cicatrice, mais elle ne disparaîtra jamais. Et le perfectionniste, c'est comme s'il reculait tout le temps la ligne d'arrivée. Tu vois, il est toujours essoufflé, il est épuisé parce que il est exigeant. C'est vraiment délétère. Ça le rend vulnérable dans le sens où il va s'épuiser, où sa course est sans fin et donc il n'y a jamais de but, il n'y a jamais de moment d'exaltation ou de paix ou de c'est ça. Donc il vit dans un espèce de film comme ça qui s'arrête jamais. C'est ça. D'accord. Et du coup, on a parlé tout à l'heure de la honte et de la culpabilité. Pourquoi ça nous rend vulnérables ça? Parce que la honte et la culpabilité, ce sont les poisons de l'âme d'une certaine façon. Tu vois, je le disais tout à l'heure. Si, euh, si lorsque je reçois un impact, euh, je- j'ai honte de ce qui m'est arrivé, tu sais, dans certains traumas, combien c'est possible d'avoir honte, ou au pire, ou non, les deux d'ailleurs, je me suis sentie coupable de ce qui m'arrive, ce qui arrive beaucoup dans l'enfance aussi, puisque l'enfant se sent facilement coupable d'avoir énervé son parent, de l'avoir fatigué. Tu vois, il y a cette culpabilité constante qui est un facteur de vulnérabilité, puisque je suis celui qui mérite ce qui m'arrive. Et par rapport au perfectionnisme, je voudrais rajouter que dans le perfectionnisme, il y a aussi que du coup, on est très impatient, tu vois. On veut aller vite. Non seulement on veut faire une course sans fin, mais en plus, on veut la faire vite parce qu'on veut fuir peut-être cette honte et cette culpabilité. Ça reste un facteur de vulnérabilité. Donc, patience lorsque vous traitez votre traumatisme. Ça permet de moins ressentir aussi, hein, d'aller tout le temps vite et d'être tout le temps comme ça là, activé. Exactement. Le traumatisé, souvent, il aura tendance à renoncer, tu sais, comme on pourrait dire, bon, bah écoute, bah alors, je vais rester seul toute ma vie parce que c'est mon destin, ou que veux-tu, je joue de malchance parce que je tombe toujours sur le mauvais patron ou sur le mauvais entrepreneur tu vois, il y a une espèce comme ça de renoncement. Or, on sait que c'est sa balance qui déconne, c'est pas la réalité. Il y a toujours moyen de la rééquilibrer. Ne pas renoncer, surtout pas. C'est ce que tu m'expliquais une fois aussi, c'est cette histoire de ne fais pas confiance à ton cerveau actuellement parce qu'il te dit pas ce qu'il faut en fait. Il te fait faire des choses, mais ne l'écoute pas pour l'instant. Écoute-moi moi ou quelqu'un d'autre, mais essaye de pas l'écouter parce qu'il t'envoie pas au bon endroit. Exactement. Souvent, je dis, ne faites pas confiance à votre cerveau, avec votre chimie, en fait. Faites confiance à votre conscience, à votre réflexion. Tout ça, ce sont des facteurs de protection, on le dira tout à l'heure. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose qui parle encore de pensée positive. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un,
qui est traumatisé, sachant que, je le répète, on l'est tous, lâche prise, tu sais, le fameux lâche prise. C'est comme si on lui disait d'une certaine façon, renonce. Je suis un peu contre le lâcher prise aussi, moi, tu vois. En tout cas, un traumatisé, vaut mieux lui dire, bah toi. Alors oui, bien sûr, la vie, c'est une bataille. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Voilà, bah Surtout toi. que le lâcher prise, en vrai, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, quand on Ah te non. dit ça, il se passe rien hein, dans ton cerveau. Tu dis oui, ok. Mais tu vois, moi je trouve que cette phrase, c'est pareil que toi. Je comprends pas. Lâcher prise, ça veut rien dire pour moi non plus. Enfin, j'arrive pas à le matérialiser, même à le conseiller, parce que qu'est-ce que tu fais quoi? Tu prends un truc, tu le lâches. Enfin, je sais pas. Je trouve ça pareil que toi. Je suis pas d'accord sur le lâcher prise. Alors, est-ce qu'on peut, oh, c'est pas le bon terme, peu importe, détraumatiser quelqu'un? Dis-moi oui. Bon, ben oui, je vais te dire oui, parce que c'est obligatoire, en fait, hein, puisqu'on a dit que c'était modifiable, le traumatisme. Il suffit d'éviter les facteurs enfin, il suffit au maximum d'éviter D'abord, si c'est un trauma en cours, déjà tu sors. C'est impossible de demander à un trauma en cours de ne pas être traumatisant. Je veux dire, c'est pas possible, hein, voilà. C'est la première chose, mais ça, bon, ça me paraît évident. C'est surtout que on détraumatise quand on utilise les bons tuteurs de résilience. Bon, et que justement, on l'explique bien correctement aux gens. Donc, j'évite les facteurs de vulnérabilité. Et j'emploie, on va les détailler bien comme il faut, tous les facteurs de protection, de résilience. C'est bien pour ça que je m'appelle éveilleuse de résilience. C'est ça que je veux, moi. Faciliter la résilience. Alors, des facteurs de protection. Donc, on pourrait dire le premier, la sécurité relationnelle. Explique-nous. Bon, voilà, ça, évidemment, c'est essentiel parce que, à, à- à l'inverse de la solitude dont on parlait comme facteur de vulnérabilité, si je trouve dans mon couple, ma famille, mon thérapeute, mon chien, mon chat, une sécurité relationnelle dans laquelle je vais pouvoir m'exprimer, parler du trauma et du traumatisme, du coup, sans être jugé, je fais un pas vers ma résilience. Il y a ce qu'on appelle aussi l'abréaction. Alors, le terme est un peu dur. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, voilà, c'est un nom à coucher dehors, hein, des choses de psy, ça. L'idée, c'est de dire que je puisse évoquer le trauma en y enlevant l'émotion. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais si j'arrive à parler du trauma sans y mettre de l'émotion, ben, je fais un pas là aussi vers la résilience. C'est-à-dire Après, il y a la revisite avec l'adulte. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors tu sais, ça, c'est ce qu'on fait plus facilement en thérapie, mais pas forcément, on peut le faire aussi entre amis, de dire, donc j'ai donc enlevé l'émotion, je suis capable de le raconter comme si je le projetais sur un film, en fait. Tu vois, le trauma, je suis capable de raconter que quand j'étais petite, mon père m'humiliait parce qu'il n'aimait pas les filles, il préférait les garçons, que moi je suis une fille, donc il m'humiliait. Toi, je suis capable de te le raconter en le regardant comme un adulte, comme si je regardais la petite fille qui a vécu ça, tu vois. Puis surtout, je le fais avec, du coup, avec ma zone préfrontale, puisque j'ai réussi à enlever l'émotion, enfin, j'ai réussi tant bien que mal à enlever l'émotion. Donc, l'émotion, là, pourrait être la peur ou de décevoir, de ne pas être aimé. Donc là, je suis capable de le regarder, donc de regarder aussi ce qui se passe autour, c'est-à-dire où j'étais, enfin, les nombreuses fois, comment il était, lui, qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il faisait ça. Tu vois, le fait de prendre du recul sur l'événement tragique ou les événements, les micro-événements tragiques, permet d'entrer en résilience. D'accord. Après, il y a la réinterprétation du récit.
Voilà, alors ça, sachant que si on peut réinterpréter le récit, et ce qui est important, c'est qu'il soit crédible, hein. Je ne peux pas dire inventer quelque chose, d'accord? Par contre, je peux rendre les choses un peu différentes. Je vais, par exemple, c'est mon préféré parce que c'est d'exemple, parce que c'est un de mes consultants qui a vu ça, qui a vécu ça, et il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo. C'est, si tu veux, c'est un jeune homme qui a eu un jumeau dans le ventre maternel qui est mort de façon précoce. Et on lui a toujours dit, c'est fou, hein, tu vas voir, mais on lui a toujours dit que c'est lui qui l'avait mangé, qui l'avait tué, tu vois. Un peu en rigolant, en fait. Tu vois, on lui a dit que ça se trouve, il avait, même parce qu'il avait un nom et tout, le gamin, tu vois, il est mort, mais il avait quand même une espèce d'existence. Et tu vois, on lui a toujours vendu que c'était lui qui l'avait vampirisé. Ok. Donc, eh ben, lui se sentait redevable de ce jumeau avec tout un tas de perceptions de lui-même, de son corps et du monde totalement modifiées. Ok. Et puis un jour, il a rencontré, tu vois, il n'a pas eu besoin d'un thérapeute. C'est pas moi qui lui ai dit ça. Je suis jalouse d'ailleurs. C'est une amie qui lui a dit ça, qui un jour lui a dit oui, et à la fois tu pourrais dire que il t'a donné, il savait qu'il allait mourir, le jumeau, et qui t'a donné l'énergie, tout le sang, toutes les cellules, il te les a données pour que tu puisses, toi, vivre et vivre bien. C'est c'est pile poil une réinterprétation du récit. C'est-à-dire que à ce moment-là, il le raconte, il me l'a raconté. Il dit, ça a de nouveau sidéré dans le bon sens. Tu vois, c'est un bel exemple. C'est un peu rendre beau quelque chose qui ne l'est pas forcément. Quand c'est possible, hein, on ne peut pas tordre le réel. Mais dans l'histoire de notre gémellité, c'est tout à fait possible, ça. Que la nature fasse ça, alors là, c'est tout à fait crédible. D'ailleurs, la beauté, ça en fait partie, non, des facteurs de protection, de résilience. Bien sûr, tout ce qui devient beau, c'est pour ça la vêture, tout ce qui fait de nous qu'on se trouve beau, même si on sait que la beauté, c'est subjectif. Et pas pour nous. Là, pour nous, la beauté, c'est ce que c'est. Donc, tout ce qui participe à la beauté, de ses paroles, de l'éloquence, de sa vêture, de son alimentation, tout ce qui est beau va être des tuteurs de résilience. Parce que ça remonte l'estime de soi. Carrément. D'accord. Ensuite, il y a des techniques respiratoires, comme la cohérence cardiaque, par exemple. Oui, alors on sait que euh, 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 tout ça parce que c'est chimique de nouveau, hein. L'idée, c'est de modifier la chimie, hein. C'est scientifique, hein. C'est pas psychologique, ces tuteurs de résilience. De nouveau pour remettre la balance au bon niveau. Donc, pourquoi la cohérence cardiaque et pourquoi la respiration? Parce que tout simplement, si je me force avec mon superconscient à rendre ma respiration apaisante, le cerveau reçoit le message que on est en paix. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il baisse le niveau hormonal du stress. C'est tout simple. On sait d'ailleurs que dans le stress post-traumatique, il y a beaucoup d'hormones du stress, hein. Pareil pour la cohérence cardiaque. Mais pareil aussi pour le sport, pareil aussi pour tout ce qui va envoyer des messages de paix au cerveau. Oui, puis tout ce qui améliore le bien-être physique, il va améliorer le bien-être mental. Il y a plein de techniques qu'on ne va pas évoquer, mais il y en a beaucoup, en vrai. Ouais, bah, évoquons-le un petit peu. Un animal, le tuteur de résilience, c'est pas forcément un thérapeute ou un humain, hein. Ça peut être un bon livre, un animal, un sport. Que dire encore, Marilyn? On parle aussi beaucoup de créativité, mais on pourrait donner aussi des exemples de créativité, parce que c'est comme, tu vois, lâcher prise, on entend beaucoup ce terme, créativité, lâcher prise. Et la créativité, des fois, on dit aux gens, bah voilà, sois créatif, mais pas pour autant qu'il se passe quelque chose ou qu'on arrive à, tu vois,
à trouver des exemples. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour être créatif? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour Ah ben, tout ce faire, qui est de... faire la couture, par exemple? Moi, je dis que c'est bien. Oui, mais surtout tout ce qui est du domaine de l'apprentissage, en fait. Dès que je me propose d'apprendre quelque chose, ben, forcément, je capte mon attention, plus ou moins avec passion d'ailleurs. On s'en fout bien pas mal. L'idée, c'est pas la passion. Ça, c'est pour les gens qui veulent mettre dans la balance, tu sais, Les perfectionnistes. voilà, voilà, exactement. Non, ou alors je me passionne, mais pour apprendre quelque chose. C'est la phrase je sais plus jamais si c'est Gandhi ou Bouddha, ça. Pourtant, c'est pas les mêmes, hein. Apprends comme si tu allais vivre éternellement. Non, vis comme si tu allais mourir demain et apprends comme si tu allais vivre éternellement. Mais c'est ça, en fait, l'idée. Dès que je me propose un apprentissage, ben, je, je, je participe à ma résilience. C'est aussi l'action, parce que dans la résilience, il y a l'action. Comprendre son trauma, l'explorer, le revisiter, oui. Et si je ne mets pas d'action réparatrice, comme on dit, ben oui, tu vois, par exemple, je disais, nous disions la solitude, c'est un escarre psychique. Donc, je dois savoir que même si j'en ai pas envie, je vais aller bavarder avec des gens de confiance, ça va me faire du bien. Tu vois, il y a quand même à brancher l'adulte, quoi, comme on dit. Oui, parce que le pire, c'est le silence, hein. Soit parce que tu n'as personne pour t'écouter, soit parce qu'on te bâillonne. C'est la pire chose, c'est le silence, hein. Voilà. Après, il y a aussi l'auto-évaluation, tu sais, faire en sorte qu'on n'appuie pas sur la cicatrice. Exactement. Alors ça, c'est classé, tu te rappelles, dans les mécanismes de défense. Je fais un lien, hein, parce que de toute façon, il y en a un entre le traumatisme et les mécanismes de défense, vous l'aurez compris. D'ailleurs, on a peut-être dû commencer par les traumatismes. Bref, tout ça pour dire que dans l'auto-évaluation, mécanisme de défense à efficacité maximum, je sais qui je suis, c'est-à-dire je sais ce qui me traumatise ou pas. J'ai évalué mon trauma, donc je sais que si je me tape sur le genou, au bout d'un moment, il va casser mon genou. Si je me mets en situation d'être insultée, bien sûr, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment mon préféré parce que de tuteur de résilience. C'est-à-dire que je vais savoir où j'en suis à chaque instant, ou savoir, c'est-à-dire je vais pas faire des pas inconsidérés, enfin, des pas inconsidérés qui vont faire que du coup, ben voilà, ben t'as échoué, voilà. Je vais poser le pied au bon endroit, c'est-à-dire là, j'en suis là, donc je peux mettre cette action-là tu vois, il y a une vraie ah non, j'aime pas ce mot-là, de bienveillance. Il y a une vraie bon traitement de soi-même. Et ça rejoint l'autoparentage, là. On n'en a pas Tu vois, parlé de tout parentage. Euh, ouais, tu vois, Explique-nous. voilà, ça, c'est un tuteur de résilience aussi. C'est-à-dire, je suis un bon parent pour moi. OK? Si on savait que l'impact psychique que ça a de s'insulter soi-même, une fois que mon père a cessé de m'insulter, je m'insulte moi-même. Si je savais l'impact sur mon cerveau, je pense que j'arrêterais. Si je le voyais avec la caméra. Euh, L'idée là, c'est de dire, OK, je suis un bon parent pour moi, je m'auto-évalue, donc je ne fais pas des pas inconsidérés. Si je me propose des pas inconsidérés par perfectionnisme, par exigence, par impatience, par honte, par culpabilité, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais encore appuyer sur le fameux, je vais alourdir là. Et là, du coup, là, je serai obligée d'augmenter les doses. Oui, c'est le lièvre qui part trop vite et la tortue qui arrive tranquillement au bout du chemin. Exactement. Donc, je pense, je, je dois être, non, on a dit qu'on ne le disait pas. C'est important que je sois maître de moi, c'est-à-dire que je sois capable de mettre les actions correctrices après discernement, après réflexion, après affection, parce que si je suis en sécurité relationnelle, je peux le faire mieux d'avoir ce discernement vis-à-vis de moi-même. Et donc, je vais poser les bonnes actions et là, je vais tutorer petit à petit ma résilience.
Et Et ne puis, pas se mettre en situation qui nous fait revivre ce trauma. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas dire bon, ça va aller, je vais supporter. Non, on dit non, on le fait pas, on fait autrement, on fait autre chose. On essaye en oui, tout je cas. protège mon genou. S'il a été amoché, mon genou, je le protège. Je le protège. Et je voulais dire autre chose. Attends. Oui, je me sers de la partie saine, comme on dit, j'aime bien dire comme ça, pour aider la partie abîmée. Tu vois? L'idée, si tu veux, c'est que le, si je suis un bon professionnel et un mauvais émotionnel, J'ai parce que je compris. suis traumatisée, du coup, ben, je vais me servir de cette personne-là qui assure, puis je vais donner des conseils, parce que c'est la même chose. Au bout du compte, c'est le même traitement de la résilience. Tu la vois l'idée? Oui, oui. Donc, du coup, ça me fait penser, quand on dit donc on fait de l'autoparentage, donc ça veut dire se faire confiance aussi, du coup, parce que c'est vrai qu'on a tendance à essayer de remettre un peu la solution sur les autres, à penser qu'on est seul, tu vois, à avoir peur voilà, de se sentir seul au monde et pas d'aide, alors qu'en vrai, on peut trouver ça en nous, on peut trouver cette force en nous, du coup, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on pourrait sortir tout seul d'un traumatisme. Ouais. Après, ça dépend de l'importance quand même. Et si on a les bons réflexes de protection, bon après, l'histoire, c'est que ça peut durer toute une vie de les fabriquer, ces facteurs de protection. C'est aussi ça qui me fait penser que si on s'aime suffisamment, on recourt à l'aide d'autrui aussi pour quand même aller plus vite, en fait. Si on peut le faire seul dans la mesure où on n'a pas tué le traumatisme, n'oublions pas encore une fois que si la solitude revient à... Si dans je vais me débrouiller seul, il y a la solitude délétère de tout à l'heure, ça ne le fait plus. Hein, on est d'accord. Maintenant, si je dis, ben, fais-toi confiance, tu vas faire du yoga, de la cohérence cardiaque, tu vas faire, pour ce qui est du physiologique, tu vas arrêter de te mettre en situation de traumatogène. Tu vas revisiter ça, aller parler avec ton père qui t'a insulté ou humilié lorsque tu étais petite. Tu as réussi à sortir l'émotion de l'événement. Tu es bien entouré, tu as un réseau de soutien. Euh, Vraiment, tu sais, quand on dit que l'amour, ça guérit, c'est comme ça que ça guérit, en fait, l'amour, tu vois, parce que je vais être tutorée. Donc, si j'ai réussi à faire tout ça, bah, oui, je peux le faire seul. Puis, dedans, il y a aussi recours à l'aide d'autrui, il y a aussi un thérapeute qui peut aider au discernement. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Ok. Alors, Valérie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, oui, j'ai quelque chose à rajouter. Ben, j'ai quelque chose à rajouter, c'est marcher. J'ai oublié de dire que marcher, c'est un tuteur de résilience parce que d'abord, ça rend plus intelligent de marcher. Et puis, le sport en général, hein, la littérature, le sport, tout ça, tout ce qui est l'art guérit. Hein. On le sait, il y a aussi comment on se nourrit et comment on pourrait, en naturopathie, trouver des moyens. N'est-ce pas, Marilyn? Oui, Voilà, très très bien. bien. Alors, les amis, nous vous avons donné des outils donc pour les tuteurs de résilience. Merci beaucoup de nous écouter. Je vous dis à bientôt. Valérie, au revoir. À bientôt. Au revoir, Marilyn.